arrive, monsieur. Bien, bonsoir à tous. Mardi 19 novembre 2024. Donc c'est un conseil municipal qui a été reconvoqué suite à l'absence de quorum la dernière fois lors du 12 novembre 2024. Donc les conditions de reconvocation ne sont pas forcément les mêmes. Il y a moins de jours francs entre les deux conseils municipaux et on n'a pas besoin d'avoir le quorum pour siéger. Néanmoins, je vais faire l'appel des présents. Madame Catherine Barbereau. Présent. Monsieur Claude Schaeffer. Présent. Madame Laurence Audibert. Présent. Madame Isabelle Jodin. Présente. Madame Fanny Billy. Présent. Monsieur Lloyd Tran. Madame Sandrine Martins. Présent. Madame Marie-Agnès Descoux. Présente. Madame Charlotte Lemétour a donné pouvoir à Madame Puissant. Monsieur Patrick Michel a donné pouvoir à Madame Barbereau. Madame Isabelle Dupré. Monsieur Christophe Lasserre. Monsieur William Netto de Jésus. Madame Brigitte Foulon. Madame Mildred Puissant. Monsieur Jean Bedu a donné pouvoir à Madame Bels. Monsieur Hervé Guise. Monsieur Arnaud Schmitt a donné pouvoir à Madame Bois. Madame Nathalie Bels. Monsieur Jean-Marc Longequeux. Madame Magali Bois. Madame Dominique Françoise. Monsieur Christophe Prudhomme. Monsieur Mapril Baptista. D'accord. Et Monsieur Christophe Lasserre qui vient d'arriver. Merci. Désignation du secrétaire de séance. Je propose Madame Marie-Agnès Descoux qui l'accepte et je l'en remercie. Donc on ne va pas refaire les actualités puisqu'on les avait fait l'autre jour. Il n'y a pas plus d'actualité que cela. S'il faut retenir une chose, c'est que je vous invite à rester connecté sur le site internet de la commune afin de prendre connaissance de tous les événements qui vont venir dans les semaines et les jours qui viennent. C'est important.
J'avais une déclaration à faire. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs, chers Pomponais, lors du conseil municipal du 12 novembre 2024, les élus des listes minoritaires Pomponne à Nouvel Élan et Ensemble et Citoyens pour Pomponne ont pris la décision de quitter le conseil sans attendre le conseiller retardataire de la liste de la majorité. C'est leur choix. Et pour tout vous dire, je m'en doutais un peu lorsque M. Guise, chef de liste de la liste Pomponne à Nouvel Élan, lors des dernières inaugurations, était venu subtilement me demander de faire changer l'angle de vue de la caméra des conseils municipaux. Je souhaite revenir sur plusieurs points mentionnés dans leur déclaration. Dans cette déclaration lue par M. Guise en conseil et co-signée par l'ensemble des élus des listes minoritaires, il est mentionné qu'ils ont systématiquement fait le choix de rester lorsque le nombre des élus de la majorité ne suffisait pas à constituer le quorum de 14 conseillers. C'est faux, puisqu'ils avaient déjà quitté la salle lors du conseil du 20 septembre 2022. Pour motiver leur départ du dernier conseil, ils mentionnent le peu de considération que les élus de la majorité leur accordent et le maintien à l'écart de la vie municipale. Laissez-moi revenir sur ces motifs. Depuis le début du mandat, nous avons organisé 138 commissions. C'est énorme et bien davantage que lors des précédentes mandatures. Nous les avons organisées en début de soirée, permettant aux élus qui travaillent d'être disponibles. Ce n'était pas le cas avant 2020. Ces commissions durent plusieurs heures et abordent tous les sujets spécifiques et des demandes d'avis, de propositions auprès des conseillers. Choix de solutions de communication, de prestataires, de spectacles, par exemple. Est-ce un manque de considération ? Mais encore faudrait-il que les élus des listes minoritaires soient présents, car, tenez-vous bien, lors de ces commissions, le taux d'absence des élus des listes minoritaires Pomponne, un nouvel élan et Ensemble et Citoyens pour Pomponne est de 44%. Sur les 138 commissions passées, il y en a 87 où au moins une des listes minoritaires est absente. Et les élus minoritaires osent prétendre être tenus à l'écart de la vie municipale. Mieux encore, plusieurs fois, alors que les élus des listes minoritaires étaient absents, nous avons décidé d'organiser de nouveaux rendez-vous individuels entre le président de la commission et l'élu minoritaire absent lors de la commission. En effet, à 3 reprises, Mme Laurence Audibert, vice-présidente de la commission urbanisme, a organisé des rendez-vous avec Mme Dominique Françoise de la liste Ensemble et Citoyens pour Pomponne le 11 mars 2024 et le 4 octobre 2024, et avec M. Jean-Marc Lonchqueux de la liste Pomponne à Nouvel Élan le 19 décembre 2023. Et ces élus osent prétendre être tenus à l'écart de la vie municipale. Eux qui nous accusent de manquer de considération à leur égard, lorsque les élus minoritaires des deux listes présentes à la réunion publique de quartier organisée par la mairie sur les Cornouillers, la Coudray et Luzancy, M. Guise et M. Prudhomme, quittent la salle, complètement indifférents au problème des Pomponnais qui habitent les bâtiments de logement collectif. Où est la considération de ces élus pour nos concitoyens ? Nulle part. C'est tout simplement du mépris. Mesdames, Messieurs, par cette déclaration, je tiens à réaffirmer l'engagement et la détermination des élus de la liste de la majorité à défendre les projets pour Pomponne et les Pomponnais. Ces projets sont développés avec tous ceux qui le souhaitent, les conseillers municipaux présents en commission et les Pomponnais lors de leur concertation. Je ne laisserai personne ternir l'implication dont les adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux de la majorité font preuve depuis le début du mandat. Je vous remercie. Nous passons à l'ordre du jour. Administration générale. Il s'agit de refaire la composition de la commission municipale Finances et Vie économique. Alors, il y a eu une délibération de la commission Finances et Vie économique qui fixe à 11, en plus du président, et c'est ça qui est important, et que la délibération du 27 septembre 2024, par laquelle 10 membres ont été nommés pour composer la dite commission, est donc non conforme. Il est par conséquent demandé au Conseil de procéder à nouveau à la désignation des 11 membres de la commission Finances et Vie économique. Donc, ce que je vous propose, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait, en comptant, on avait, pour compter, M. Jean-Marc Ciozac. Hein, c'est ça. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on puisse approuver le procédé de désignation par vote à main levée des conseillers municipaux qui siégeront au sein de la commission municipale Finances et Vie économique. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, je propose la liste suivante. Madame Catherine Barbero, Monsieur Claude Schaeffer, Madame Laurence Audibert, Monsieur Fabrice Bussy, Madame Fanny Billy,
M. Lloyd Tran, M. Jean-Marc Siozac, Mme Isabelle Jodin, M. Arnaud Schmitt, M. Jean-Marc Lonchqueux, M. Christophe Prudhomme. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sont donc élus les personnes précitées. Point numéro 2, administration générale, changement définitif du lieu de tenue des conseils municipaux. Donc effectivement, conformément aux dispositions de l'article L2121-7 du CGCT, le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Depuis 2020, les conseils municipaux se tenaient salle Simon Arnaud. Cependant, considérant l'impact de cet usage sur la vie associative, évidemment, et la disproportion de l'espace au regard de l'occupation logistique du conseil municipal, et puisqu'on n'est plus en période de pandémie, il est proposé au conseil de déplacer le lieu de réunion régulier du conseil municipal en salle 1, dite salle des mariages. Ce déplacement ne modifiant ni les conditions de délibération, ni les conditions de diffusion des séances. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous abstenez? Je vous remercie. Dorénavant, le conseil. Gérer les travaux, mais on a fait une erreur. Il y a un problème d'acoustique qui est quand même très important et qui nous gênait pour les tenues de réunion. Donc, faudra peut-être. Alors, c'est vrai, on a partiellement réglé ça en mettant un rideau. Donc, ça change beaucoup de choses. Et on continuera en mettant, je pense, un tapis au sol, par exemple, qui permettra de diminuer la réverbération. C'est une affaire de réverbération. On avait parlé aussi de dalles au plafond. Oui, alors en fait, les dalles, elles sont déjà là, mais elles sont perforées, mais je pense qu'il n'y a pas la mousse derrière, enfin, pour parler en termes techniques. Mais oui, on y sera vigilant. Merci. Point numéro 3, finances, exonération de redevances d'occupation du domaine public pour les bourses aux jouets. Madame Barbero, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc dans le cadre des festivités de fin d'année, la municipalité a décidé d'organiser une bourse aux jouets. Et pour cette première année, donc de bourse aux jouets organisée par la municipalité, elle aura lieu le dimanche 1er décembre en salle Simon Arnaud. Afin d'accueillir au mieux les exposants, du matériel sera mis à disposition pour l'événement et les modalités de mise à disposition des emplacements seront fixées par convention qui devra être signée par l'exposant. La bourse aux jouets sera exclusivement réservée aux particuliers, bien sûr, pour que vous compreniez. Par cette délibération, il est donc proposé au conseil municipal de décider de la gratuité des emplacements ainsi que du matériel prêté et de la taille de l'emplacement mis à disposition pour l'événement. Oui, pour ma part, merci. J'ai compris que c'était moi le comité des fêtes, parce que l'année dernière, c'était le comité des fêtes qui organisait la bourse aux jouets. Et j'ai compris que c'était le comité des fêtes qui organisait encore la bourse aux jouets cette année. Donc c'est la municipalité. C'est la municipalité qui organise. On a proposé au comité des fêtes, compte tenu de la proximité de ce qu'ils nous avaient demandé, c'est toujours en discussion, on doit faire une autre réunion, de participer, ou d'éventuellement de participer, mais pas suivant ce qu'ils nous ont demandé la dernière fois. Donc ils participeront, ils ne participeront pas. Mais en tout cas, c'est la municipalité qui organise cette année. D'accord. Dans la délibération, enfin qui est dans l'exposé, on nous parle d'une convention qui sera signée. Et moi, j'ai pas vu d'exemplaire de convention qui a été joint au dossier. Donc, on me confirme que c'est la même que pour la brocante. Voilà. Donc, c'est la même. Ça aurait été bien de l'avoir. Oui, on pourra te la faire reparvenir pour information, pour rappel. Je note. D'accord. Et c'est pareil, on parle de délibérer sur la taille de l'emplacement. On n'a pas d'information sur la taille, donc bien qu'on délibère, mais qu'on ait au moins une information. C'est dans la convention de la même manière. Hein, je pense que c'est en mètre linéaire. C'est des emplacements de 2 mètres ? Oui. Enfin, ça s'appelle. D'accord. Je note. Envoyer la convention.
Donc, vu la loi 82-213 du 2 mars 82 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ainsi que les textes subséquents, donc vu le Code général des collectivités territoriales, et considérant que la décision de la municipalité d'organiser une bourse aux jouets et la nécessité de décider en conseil municipal de la gratuité de l'occupation du domaine public applicable aux exposants lors de cet événement, ainsi que des modalités conventionnelles, entendu l'exposé que je viens de vous faire. Donc, après en avoir délibéré, donc je vais vous demander de délibérer bien évidemment, dit que pour la bourse aux jouets prévue le dimanche 1er décembre 2024, l'occupation du domaine public pour les exposants sera consentie à titre gratuit et dit que les modalités de mise à disposition des emplacements seront fixées par convention qui sera signée par chaque exposant. Qui est contre? Oui. Que la communication va être faite. C'est en cours, ce sera demain ou après-demain. Parce que bon, on est le 19 novembre, ça tient le 1er décembre, donc voilà. Il fallait avant. Comment les personnes vont être informées de si elles veulent participer en fait? Alors en fait, on aurait pu faire la communication une semaine avant, puisqu'il faut délibérer pour vous décider que ce soit gratuit, par exemple. Oui. Oui, absolument, absolument. Oui, oui. Ça sera tout en fait. C'est aussi dans le cadre de, c'est le week-end du Téléthon. Donc ce sera aussi dans le cadre du Téléthon. C'est-à-dire que lors de la bourse aux jouets, il y aura une urne, les gens pourront faire des dons aussi, puis il y aura de l'affichage pour faire des dons avec le QR code. Donc voilà, ça permet d'associer. Donc la communication par, je crois, demain ou après-demain par rapport à ça. Il y aura des inscriptions, je pense, par Monday. Qui ont le mérite d'exister. Est-ce que ce point a été vu en commission? Spécifiquement ce point-là, je me souviens plus, Fabrice n'est pas là. Non, excuse-moi. Non, ce point-là n'a pas été abordé en commission. Bah non, parce que moi j'ai cherché dans les comptes. Non, mais ce point-là, non. Je l'ai pas vu. Donc en fait, quand on vous dit que nous ne sommes pas associés à la vie municipale, monsieur le maire, c'est que parfois nous découvrons des événements, parce que là on parle d'événements, lors d'une délibération du conseil municipal. Et quand on vous interroge, vous dites oui, il y a des commissions qui sont tenues, mais si les sujets ne sont pas abordés en commission, voilà. C'est un exemple. Pas la première fois. D'accord. C'est pas la première fois. Donc merci de faire des commissions, mais que tous les sujets soient vus en commission. Quand on peut le faire, quand les délais le permettent. Oui. Juste, la bourse aux jouets, elle avait été associée au réveil. On t'entend pas. En fait, la bourse aux jouets, elle a été regroupée avec les récrés de Pomponne. C'était une idée qu'on avait eue avec Isabelle. Et en fait, on avait associé à l'époque le comité des fêtes. Voilà. Mais il y a eu des changements et on n'est pas visé. C'est pour ça que ça n'a pas été mis en commission. Il y a eu des changements le jour du conseil municipal, alors qu'il y a eu une commission qui s'est tenue, mais que le sujet n'a pas été abordé. Vous avez beau essayer de me convaincre. C'est juste pour vous expliquer que Oui. Juste Question, c'est une proposition, puisque là on délibère sur la gratuité pour la bourse aux jouets prévue le dimanche 1er décembre 2024. Moi je me dis, est-ce que ça vaut le coup de préciser la date? Parce que si l'année prochaine vous faites une bourse aux jouets, c'est gratuit, il faudra refaire une délibération, puisque la délibération n'est valable que pour le 1er décembre 2024. Donc est-ce que c'est nécessaire de mettre une date? Et je fais versus ce qui a été décidé pour le marché de Noël. Le marché de Noël, il y a une gratuité, la délibération, elle est valable tout le temps. Mais c'est comme vous voulez. Vote, si vous voulez. Donc, qui est contre la proposition de M. Lise? Qui s'abstient? Ok. On fera la délibération.
Donc nous allons délibérer, dit que pour la bourse aux jouets, donc l'occupation organisée par la municipalité, l'occupation du domaine public pour les exposants sera consentie à titre gratuit, et donc ainsi que les modalités de mise à disposition des emplacements seront fixées par convention qui seront signées par chaque exposant. Et on ne précise pas de date. Et on reste sur le reste de la délibération. Cela vous convient. Pas de contre, pas d'abstention. C'est noté. Merci à vous. Nous allons passer sur la prochaine délibération qui concerne la protection sociale complémentaire des agents communaux. Donc je vais vous relire rapidement, mais vous connaissez le sujet puisque ça avait été abordé sur le fond, sur le principe, au conseil municipal du mois de mai, si je me souviens bien. Et ça a été abordé et les commissions ont donné leur avis donc, le 5 septembre et le 15 octobre. Donc pour que, dans l'obligation qui nous est donnée, donc de mettre en place un dispositif qui permet aux collectivités d'aider financièrement leurs agents en matière de protection sociale complémentaire, sont concernés les agents fonctionnaires et contractuels de droit privé et public. Les retraités peuvent bénéficier bien sûr du dispositif pour le risque santé sans participation de l'employeur. Donc nos collectivités territoriales ont le choix entre deux solutions, je vous le rappelle, soit aider les gens qui ont souscrit un contrat déjà, ou adhérer à une mutuelle ou à une institution de prévoyance ou une compagnie d'assurance, dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national dans le cadre d'une procédure spécifique dite de labellisation. C'est un petit peu compliqué. La liste des contrats et règlements labellisés a donc été publiée il y a déjà un certain temps. Elle est sans doute actualisée régulièrement. Et elle est publiée par voie électronique par le ministre chargé des collectivités territoriales qui la tient à jour. Le deuxième choix était de conclure une convention de participation avec une mutuelle, une institution de prévoyance ou une compagnie d'assurance, après une mise en concurrence pour sélectionner une offre correspondant aux besoins propres des agents et remplissant des conditions de solidarité prévues par la loi et le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, ainsi que son arrêté d'application. L'offre de l'opérateur sélectionné sera proposée à l'adhésion individuelle et facultative des agents de la collectivité et la convention est conclue pour une durée de 6 ans. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement ne peut verser d'aide aux agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. Donc, il est donc proposé au conseil municipal aujourd'hui de souscrire à la convention de regroupement de commandes du centre de gestion de Seine-et-Marne et de fixer les montants de participation aux agents à compter du 1er janvier 2025. Je vous rappelle, il y a deux aspects, il y a l'aspect santé et il y a l'aspect prévoyance, avec des minima qui sont fixés, qu'on a eu l'occasion de débattre en commission, lors des deux commissions. Donc, je vous propose de délibérer sur le montant la délibération, à la fois le montant des participations et le choix de la convention qui va être choisie de participation signée entre le Centre départemental de gestion Seine-et-Marne et la Mutuelle nationale territoriale pour le risque santé et prévoyance. Donc, vu le code général oui. J'ai 3 questions. Oui, vas-y. Est-ce qu'on a identifié des situations financières personnelles pour les agents qui sont aujourd'hui dépourvus de prévoyance santé, de complémentaire santé ou de complémentaire prévoyance, qui les mettraient en difficulté? Donc en gros, est-ce qu'il y a des situations personnelles qui les mettraient en difficulté et donc pour lesquelles la souscription va leur poser problème? Alors pour répondre à cette première question, le point on a échangé dessus lors de la dernière commission finance, puisque, juste pour rappeler, on a eu une première commission finance, donc on en avait convenu au mois de mai, qui a discuté des montants. Donc on avait fixé des montants, d'ailleurs qui n'ont pas bougé, l'avis a été le même à la dernière commission, mais les conditions, notamment, alors les conditions de santé, ça ne modifiait rien, mais les conditions du contrat sur la prévoyance avaient changé. Donc, voilà, et on avait donc essayé de débattre, et on a débattu justement sur la manière de faire, de manière à être assez équitable pour les gens qui pourraient être en difficulté, donc que ce soit qu'on puisse leur permettre d'adhérer, et on a fait des comparatifs par rapport à ceux qui n'avaient pas de mutuelle santé dans un premier temps. De prévoyance, c'est encore un autre souci. Et on a essayé de trouver le juste milieu entre l'investissement que doit faire la commune et puis l'investissement que doit faire le particulier.
Donc en sachant, on vous l'a redonné dans les pièces jointes, l'enquête qui avait été faite, les gens n'ont pas plus répondu, François ne dira pas, on a refait une enquête dans le délai qui nous était donné, et les gens n'ont pas plus répondu. Donc on est resté sur les pourcentages que vous avez dans l'enquête, du pourcentage d'agents qui n'ont pas de santé, de mutuelle santé, et ceux qui n'ont pas de prévoyance. Prévoyance, si je me souviens bien, c'était à peu près 75%, compte tenu que c'est bien sûr un peu plus cher toujours que la partie santé. Donc pour répondre à ta question, oui, on a essayé de faire que par rapport au salaire moyen, à la rémunération moyenne des agents et à leur qualification, on essaye de trouver, on voit si déjà les solutions du centre de gestion qui étaient proposées dans le contrat du centre de gestion étaient quelque chose d'intéressant. Bon, il y avait la formule de base est intéressante sur la partie santé. Après, sur la partie prévoyance, c'est un petit peu cher, mais on a décidé de ne pas augmenter, compte tenu de déjà l'effort qu'on proposait en matière de santé, de ne pas aller plus loin en matière de prévoyance. Oui, mais du coup, ma question, c'est donc, oui, on a regardé les salaires. Vous n'avez pas identifié de situation personnelle qui mettrait en difficulté l'application obligatoire de cette complémentaire santé ou cette complémentaire prévoyance. C'est ça ma question. Je lis, j'ai lu le compte rendu de commission, mais... Voilà, on ne peut pas mettre en place quelque chose pour simplement si on avait une situation. On a regardé par rapport à la moyenne salariale, si tu veux, positionnement salarial, de voir effectivement de faire quelque chose qui soit tolérable dans ce qu'on peut payer et par rapport aussi au prix d'autres mutuelles, puisque bon, il y a quand même un certain nombre d'agents ceux qui ont déjà des mutuelles vont sans doute les conserver, je ne sais pas, et de faire quelque chose de raisonnable par rapport à ça. Mais, vous pourriez avoir connaissance de la situation personnelle d'un agent qui vient voir sa hiérarchie parce qu'il est en difficulté financière, demande des acomptes sur salaire, des choses comme ça, et qui étant dépourvu en plus, ce sujet-là, c'est une question. On peut pas faire on va déterminer. Non, mais je reviens parce que tu prends une situation sur une personne, deux personnes, je ne sais pas. Mais on n'a pas raisonné comme ça, on a raisonné globalement. Voilà, je ne dis pas que le raisonnement doit être basé sur une personne, je posais juste la question de savoir s'il y avait des situations personnelles. Ce n'était pas le lieu d'étudier les situations personnelles. Non, mais c'est pas. Je te réponds. Oui, okay. Et l'impact sur le budget 2025 ? Alors là, on le saura par rapport à ça a été débattu en commission, je vais reprendre ce que j'ai dit en fait. Mais normalement, c'était dans le compte rendu. Non, j'ai pas vu. Vraiment, si tout le monde. C'est ça. Non, je l'ai pas vu. Voilà. Donc, on va donner les chiffres. Donc, si tout le monde se mettait sur le système, ça serait 20 000 euros pour la santé et 5 000. 20 880 exactement et 5 400 pour la partie prévoyance. Si tout le monde se mettait sur cette option-là, en sachant que il y a déjà un certain nombre. Pour la santé, les gens sont un petit peu mieux équipés. Pour la prévoyance, c'est vrai que c'est pas forcément une volonté non plus les gens préfèrent parfois ne pas prévoir et se dire quand ça arrivera, ça arrivera. Donc les gens à qui ça arrivait regrettent un petit peu leur décision, mais on ne peut pas obliger les gens à prendre ces protections-là. Le but, c'est quand même d'inciter, le fait que quand même la municipalité abonde, je pense, on va avoir de 30 euros plus 10 euros par enfant sur la partie santé, c'est quand même très important. Je pense que comme ça, au moins pour la partie santé, on va inciter les gens à mieux se protéger. C'était un peu le but, dans la mesure de nos finances également. Avec ce texte, on sera en conformité par rapport à la loi qui obligera au 1er janvier 2026. Oui, parce on va appliquer en fait pour des raisons, c'est plus simple de tout mettre en place en 2025, ne pas refaire encore une opération. Mieux on protégera nos agents le plus tôt possible, mieux ce sera. Voilà. On va un petit peu au-delà, on aurait pu faire la prévoyance. La prévoyance, obligatoire. Donc voilà. Donc je vous propose de délibérer, donc je vais vous relire la délibération, donc le Code général des collectivités territoriales, le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, vu le décret 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire
et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, vu la délibération du centre de gestion 2022-37 du 27 octobre 2022 portant choix du prestataire retenu pour la conclusion de la convention de participation pour le risque santé, et vu également donc la convention de participation, la convention de participation signée entre le centre départemental donc de gestion et la mutuelle nationale territoriale pour le risque santé. C'est une mutuelle qui a déjà un bon nombre d'adhérents. On a l'avantage des tarifs du grand nombre. Vu la délibération du centre départemental de gestion 2022 37 du 27 octobre 2022 portant choix du prestataire retenu pour la conclusion de la convention de participation pour le risque prévoyance, donc idem, ça a été conclu avec la mutuelle nationale territoriale pour le risque prévoyance. Vu l'avis du comité social territorial qui était nécessaire en date du 15 octobre 2024, et vu l'avis favorable des commissions finances des 5 septembre et 10 octobre 2024, entendu mon exposé, je vous propose donc de décider de souscrire à la convention de regroupement de commandes au centre de gestion de Seine-et-Marne pour le risque prévoyance et santé à compter du 1er janvier 2025, de verser une participation financière aux agents adhérents au contrat du centre de gestion de Seine-et-Marne pour la complémentaire santé selon les modalités suivantes: une participation à hauteur de 30 € brut mensuel par agent, participation à hauteur de 10 € brut mensuel par enfant à charge de l'agent dans la limite de 3 enfants. De décider de verser une participation financière aux agents adhérents au contrat du centre de gestion de Seine-et-Marne pour la complémentaire de prévoyance selon les modalités suivantes: participation à hauteur de 10 € brut mensuel par agent. Donc, il serait une autre disposition que nous avons décidé, sur laquelle nous proposons de décider, qui a reçu un avis favorable en commission, de dire qu'il est obligatoire pour les nouveaux agents d'avoir un contrat de complémentaire santé et un contrat de prévoyance, soit en adhérant au contrat du centre de gestion Seine-et-Marne, soit en remettant un justificatif d'un contrat préexistant, de manière à ce qu'on s'assure de la meilleure couverture, au moins pour les agents entrants, de la meilleure couverture possible pour ces agents. Donc ils auront le choix, soit garder leur précédente mutuelle ou contrat de prévoyance, soit adhérer à ce que nous mettons en place. Donc dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget des exercices concernés, donc, dans la mesure de ce que l'on vient de dire en réponse à Hervé, et autorise Monsieur le maire à signer les conventions d'adhésion auprès du centre de gestion de Seine-et-Marne et tout acte en découle. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ressources humaines, donc encore un exercice que vous connaissez bien, donc c'est la suppression de postes qui n'ont plus lieu d'être. Donc conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Bon, les différentes mutations et fins de contrat ont généré la création d'un certain nombre de postes lors des conseils municipaux précédents. Il est demandé aujourd'hui à ce même conseil de supprimer les postes devenus vacants et inutiles. C'est un exercice que l'on a l'habitude de faire. Et donc là, on vous demande de bien vouloir délibérer sur la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe, parti en mutation en 2024, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, parti en mutation également en 2024. Donc, le projet de délibération, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la fonction publique, vu le budget communal, le tableau des effectifs, vu l'avis du comité technique qui était nécessaire pour pouvoir supprimer ces postes, en date du 15 octobre 2024, et considérant la nécessité de supprimer des postes suite à mutation et fin de contrat, suite à mon exposé, je vous sollicite pour délibérer pour supprimer les postes suivants que je viens de citer, donc un adjoint administratif principal de première classe et un adjoint technique principal de deuxième classe.
qui avait été créé en 2021. Voilà. Jean-Marc. Oui, si tu permets, j'ai une question, parce que c'est un peu chaque fois la même chose, on ne sait jamais trop de quel poste il s'agit. Est-ce que tu peux nous préciser quels sont les postes qui font l'objet de cette délibération? Je peux juste donner le domaine, c'est à l'urbanisme et au restaurant scolaire, je veux dire à la cantine. Je suis encore un peu... Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui. Je vais essayer d'avoir le verbe bien haut. Voilà. Donc, effectivement, le point numéro 6 concerne l'urbanisme. Il s'agit de l'avenant numéro 3 à la Convention d'intervention foncière conclue entre la commune de Pomponne, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et l'établissement public foncier d'Île-de-France et PFIF. Je pense que tout le monde est un peu informé de ce type de dispositif. Donc, la convention d'intervention foncière entre la Pomponne et la communauté d'agglomération et l'Île-de-France a été signée dans un premier temps en 2017 et faisait suite déjà à une précédente convention d'échelle intercommunale. Or, à ce jour, la convention porte principalement sur le secteur de veille des bords de mare. Les collectivités souhaitent y développer une opération permettant la revalorisation de ce secteur, au sein duquel les PIF portent du foncier depuis 2013. Quand on dit les collectifs, c'est qu'il s'agit aussi de Torigny sur ce point-là, qui doit aussi modifier sa convention. 2 avenants ont été signés pour prolonger la durée du portage de la convention. Pour autant, la formulation de la convention en vigueur et de ces avenants n'est plus adaptée à la situation. En effet, les modalités types des modèles de convention mentionnent que la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire s'engage à racheter les biens acquis dans les secteurs définis. Et la formulation unique de l'obligation de rachat par Marne-et-Gondoire de toute emprise foncière acquise par les PIF ne permet pas une approche homogène et équitable de la communauté d'agglomération dans le cadre de ses compétences définies par l'article L521-6 et 5 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, il a été convenu avec la communauté d'agglomération et les PIF de travailler sur une nouvelle formulation de l'article concerné en modifiant l'appellation rachat des biens par le CPCI par rachat des biens par la commune. Et ce point-là a déjà été voté par le bureau communautaire le 14-10 de cette année. Cette réécriture n'obère pas le dispositif existant, rendant possible la désignation d'un opérateur comme acquéreur, par substitution au signataire assumant l'obligation de rachat. Je pense que tout le monde comprend bien. Le projet d'avenant propose également une prorogation jusqu'au 31 décembre 2025. Le Conseil est donc invité à se prononcer sur ce projet d'avenant numéro 3 à la Convention d'intervention foncière. Vous avez eu la communication avec l'ordre du jour, vous avez vu les mentions qui ont été dans le document qui vous a été envoyé, les mentions qui ont été barrées et qui ont été remplacées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Prudhomme. Je voulais savoir si c'était attenant qu'à Pomponne, cette décision, ou sur l'ensemble du territoire de Marne-et-Gondoire. Parce que quand on regarde les autres communes qui sollicitent les PIF ou Marne-et-Gondoire, il n'y a pas eu d'avenant de cette proposition. J'ai tout à l'heure annoncé que justement ça concernait les bords de Marne exclusivement et Torigny était concerné par le même dispositif de changement d'avenant. À Torigny, c'est aussi en une délibération en cours. Voilà. C'est une position de Marne-et-Gondoire. Voilà. Et on va s'en débrouiller. Nous, on n'a plus qu'un terrain, on n'a plus qu'un seul terrain sous les PFIF, c'est donc le 12 quai Godinot. Voilà. On n'a pas d'autres biens fonciers. La raison, je n'en sais rien. C'est un caca nerveux
de Marly-Gondoire. Ah, c'était... On parle- Non, mais c'était ça, c'était ma Oui, question. oui, Pourquoi oui. maintenant, quoi? Oui, c'est... Ah, pourquoi maintenant? Parce que ça fait longtemps qu'ils le portent. Et en fait, ils sont on va dire leur argument, disons-le comme ça, c'est le fait de dire qu'on veut bien porter, on veut bien être sur du tripartite lorsqu'il y a un intérêt communautaire qui est en gestation sur le site à proprement parler. Ouais. Et comme on ne peut pas leur démontrer qu'il y a un projet d'intérêt communautaire sur ce site-là, en l'occurrence, que ce soit bien ou pas bien, c'est pas la question. Et donc du coup, ils ont motivé leur désengagement par cela. Mais la question, elle se posait à la signature de la convention. Enfin, quand la convention a été signée, elle a été signée avec cette possibilité de reprise par la CMG. Le site était connu, et donc la question de l'intérêt communautaire ou pas était déjà connue. Donc, Je pense qu'il pourquoi ça va y en émerge avoir. maintenant? Alors Enfin, voilà. là, c'est peut-être Dominique qui pourrait plus facilement répondre. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait peut-être un intérêt communautaire, puisque c'est peut-être à l'époque où il y avait le fameux NQU, les nouveaux quartiers urbains. Et donc, il y avait tout un maillage d'emprises foncières portées par les PIF ou prêts à être portés par les PIF, qui avait pour le coup un réel intérêt communautaire. Il y a le Grimpé qui était dans cette situation, par exemple. Mais le Grimpé, on peut, à la limite, ça on peut peut-être comprendre. Moi, j'ai une autre lecture. Si on l'associe au Grimpé, c'est que le Grimpé, entre le moment où le projet a émergé, où il a été porté par les PIF et après il est porté par la CMG, il se passe des années où il y a un portage financier par la CMG et la SCMG, la Marne-et-Gondoire, pardon, ils n'ont pas la main vraiment sur la décision finale. Donc en réalité, ils portent un projet, mais dont le devenir va à un moment donné revenir à la commune. Donc ils ont le poids financier, mais ils n'ont pas tous les leviers. Voilà, donc ça peut être une motivation en tout cas. En tout cas, moi, je la comprends comme ça. En commission, j'avais posé une question sur l'incidence financière au cas où il n'y aurait pas enfin pour Pomponne, en fait, du retrait de l'EPI de Marly-Gondoire. Quelle était l'incidence financière pour la commune? Et monsieur le maire, vous avez répondu, pas d'incidence financière. Laurence nous a présenté en commission l'ébauche d'un projet avec des entreprises qui seraient éventuellement intéressées, un aménageur. Et je remercie Laurence du reste de me tenir au courant quand je ne peux pas assister aux réunions. Néanmoins, si au terme de la convention, rien n'est véritablement signé, s'il n'y a pas de reprise, s'il n'y a pas d'acquisition, qu'est-ce qui se passe pour la commune au point de vue financier? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est pas parce qu'on est au terme d'une convention qu'on ne peut pas demander un autre avenant, continuer à discuter avec les PIF, ce qui se fait couramment quand même. Même si, il faut se le dire, tout le monde a l'impression d'être au bout un peu de l'aventure quand même. Ça fait longtemps qu'ils le portent. Pas seulement sur Pomponne, mais qu'ils le portent. Si l'aventure, si personne ne s'entend, y compris les PIF avec la commune, c'est la commune c'est ce qui est marqué dans la convention, qui s'engage à racheter le foncier et du coup devenir porteuse de ce projet-là pour pouvoir leur vendre. Donc c'est pas sans incidence financière si jamais un projet n'aboutit pas. Même si ça avait été tripartite, à vrai dire. Non, c'était l'EPCI. Si elle considérait qu'il y avait un intérêt communautaire, il y avait encore une discussion. On n'était jamais à l'abri de quoi que ce soit, c'est ça que je veux dire. C'est la commune, oui. Mais, comment dirais-je, là on va reprendre l'histoire du Grimpé. Si le projet n'avait pas été porté par l'AGLO, on aurait peut-être été plus maître à bord pour le coup. C'est la démonstration inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que l'AGLO est porté via les PIF, et la convention, puis ensuite ce soit porté acquéreur d'une partie du site, puis ensuite avoir racheté une autre partie à l'EPIF, d'ailleurs, parce que tout n'était pas racheté, c'était par moitié, ça donne en face de nous, petite commune, un gros propriétaire qui a acheté plus ou moins cher, c'est une autre époque, ne parlons pas de ça, a acheté une parcelle à un certain prix et qui, à un moment donné, veut retrouver son investissement. Donc, il y a des cas de figure, quand même, où si on arrive à conduire un bon projet pour tout le monde, le fait d'être
un peu tout seul à bord permet de faire aboutir quelque chose qu'on désire véritablement. Je pense que c'est bien aussi. Toujours le pour et le contre. Juste Oui. une parenthèse, sur le site de la commune, j'ai regardé les conseils municipaux, il y a une petite erreur pour les comptes rendus pour le compte rendu du conseil municipal du 9 juin 2023. En fait, concernant l'avenant numéro 1, c'est pas la bonne délib qui est mise, donc il faudrait D'accord. peut-être Ok. Merci. en fait, ce qui correspond à la délib 23-23-23, donc l'avenant. Ah, vous voulez dire le renvoi. En fait, c'est Ouais, l'élection d'un adjoint au maire. Donc, D'accord. peut-être c'est pas la bonne référence. D'accord. Voilà. Ok. Ok, on va corriger. Ce Si sera on corrigé. recherche avenant numéro Non, non, 1, mais ce sera corrigé pour que ça puisse être fondé. D'accord. D'accord. Moi, juste encore dans les échanges, si je comprends quand même, moi j'ai l'impression que ça peut mettre la commune un peu en position de faiblesse. Je mets bien le parallèle avec le Grimpé, parce que du coup il y avait quand même derrière un gros propriétaire qui était là. Tandis que là, si c'est la commune qui est 50, et si il n'y a pas de projet qui émerge, alors initialement au mois de juin 2025, là j'entends décembre 2025, j'entends que s'il y a quelque chose qui coince, peut-être un avenant qui est encore possible, mais ça c'est si. Bon, là. Ça veut dire que derrière, le promoteur qui pousse un projet peut se dire, de toute façon, la commune, elle n'a peut-être pas, entre guillemets, la volonté ou même la capacité à racheter le terrain, ou va se porter après le portage financier de ce terrain. Et donc, quelque part, la commune va, à un moment donné, être peut-être plus permissive pour que le projet, entre guillemets, soit conclu avant l'échéance du 31 décembre 2025, puisqu'elle n'aura pas à le racheter, puisque éventuellement, c'est le promoteur qui peut racheter à la place de la commune. Si j'ai bien compris la convention aussi. Oui, alors. Donc, oui. Pour vous dire, c'est que ce côté-là, c'est sûr que quand on a Marnac-Gondoire en face, du coup là, la dimension n'est pas la même. Pomponne n'a pas la même envergure que Marne-et-Gondoire, et il n'y a pas de critique, c'est un constat. Donc je dis, est-ce que ça ne met pas la commune en position un peu plus de faiblesse dans les échanges avec les différents projets qui peuvent concerner le site? Pour être davantage maître à bord, on prend plus de risques que s'il y avait une troisième personne qui, quelque part, n'a pas d'intérêt purement pomponnet. Je parle de l'agglo, notamment. Donc oui, ça fait porter un risque, mais en même temps, tant qu'on n'a pas acheté, et la somme, on ne la connaît pas, aujourd'hui, c'est un sujet entre les PIF qui portent et qui, quelque part, selon la qualité du projet, ne revend pas forcément au même prix, ça dépend de la constructibilité. Les PIF est avec nous, hein, quand même. Les PIF portent pour le compte des communes les fonciers. Et avec les PIF, on travaille en disant, si on ne veut pas tant de logements, de toute façon, ça veut dire que le foncier, il ne vaut pas ce prix-là. Et quand le foncier, par exemple, est pollué, les PIF, c'est très bien évaluer le coût de la dépollution. Et parfois, le PIF nous donne son avis sur le projet du promoteur en question qui approche les PIF pour acheter en direct le terrain. D'accord. On n'est pas, c'est pas un établissement bancaire comme ça qui quelque part nous dit faut passer à la caisse. C'est pas ça les PIF. Oui, j'entends bien, mais si on regarde la situation d'hier et la situation de demain avec le changement entre Marne-et-Gondoire et la commune, si le projet n'aboutissait pas, c'est Marne-et-Gondoire qui reprenait. Aujourd'hui, ça va suivre, favorable, donc il ne plus jamais, c'est entre guillemets la commune. Et donc l'impact de la reprise, du rachat du terrain est quand même plus important pour la commune qu'il ne sera pour Marne-et-Gondoire. Oui. Pas sur les mêmes dimensions. Donc je dis quelque part, ça met une pression supplémentaire sur la commune. Voilà. On peut considérer que ça met une pression supplémentaire sur la commune sans dire que l'issue ne sera pas favorable quand même pour la commune. On est d'accord sur... Oui. Mais ça enlève la pression d'un Marne-et-Gondoire qui pourrait ne pas être d'accord avec Pomponne pour faire un gros projet parce qu'il considère que le prix c'est un tel et qu'il est prêt à acheter tel prix et revendre au promoteur. On n'est plus maître à bord de ce qui se passe quand même. Parce que le sujet, il y a d'autres sujets aussi qui passent par des tierces personnes. Là, pour le coup... Il ne faudra pas perdre de vue non plus que dans la mesure où les PIF
c'est la révision du PLU et l'OAP qui. Voilà, exactement. Le projet tel qu'il serait proposé doit s'inscrire dans la future OAP. Ça, c'est évident. C'est quelque chose qu'il faut souligner. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on a mis des garde-fous sur ce point-là, notamment des gabarits, enfin, vous le savez. Modifie ainsi que les textes subséquents, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention d'intervention foncière signée le 27 avril 2017 entre l'établissement public foncier Île-de-France, la commune de Pomponne et la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, vu le projet d'avenant numéro 3 à la convention d'intervention foncière, et considérant que la formulation unique de l'obligation de rachat par le CPCI de toute emprise foncière acquise par le PIF ne permet pas une approche homogène et équitable de la communauté d'agglomération dans le cadre de ses compétences définies par l'article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il est donc nécessaire de travailler sur une nouvelle formulation de l'article du modèle de convention d'intervention foncière ou ses avenants, en modifiant l'appellation rachat des biens par le PCI par rachat des biens par la commune, et que cette réécriture ne perd pas le dispositif existant rendant possible la désignation d'un opérateur comme acquéreur par substitution au signataire assumant l'obligation de rachat. Entendu mon exposé, est-ce que l'ensemble du conseil municipal est contre? S'abstient? C'est voté. Merci à vous. Point numéro 7, les décisions prises par le maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Elles sont au nombre de 3. Il y a un contrat de maintenance avec la société Bodetime et Sport pour l'alerte sonore et lumineuse du groupe scolaire pour un montant annuel de 480 € TTC. Un contrat intégral d'abonnement pour les services d'information, d'aide à la décision de soutien et d'accompagnement opérationnel avec la société SVP pour un montant mensuel de 590 €. Et ensuite, un achat de concession cinéraire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà pour les décisions dans le cadre de l'article L2122-22. Nous allons passer aux questions des listes, si vous voulez bien. Alors, je ne sais plus s'il y a des doublons, donc je ne sais pas s'il y a un ordre. Non, je ne crois pas. Comme vous voulez. Alors, première question. Voyage intergénérationnel. Qui a participé au voyage à Boulogne-sur-Mer du 28/09/2024? Le nombre d'élus et membres de leur famille, adultes et enfants pomponnais. Et quelle est la répartition, transport, billets d'entrée, restauration et autres, de la prise en charge par la municipalité des 3 600 €? Ah oui, t'as pas de micro, Isabelle. C'était ouvert à tous les pomponnais. Alors, le CCAS a pris en charge donc les 1061,80 € de l'aquarium Nausicaa, les 1175 € de restaurant et 1964,07 € de car. Il y avait 26 adultes, donc 4 élus, dont monsieur le maire, et un membre de la famille et 19 enfants. Et les familles en tout ont payé, on a une recette de 580 €. Merci. De rien. Alors, la crèche. Lors de l'Assemblée générale du syndicat de copropriétaires du 3 octobre 24, à laquelle la mairie n'était pas représentée, il est apparu que la commune était débitrice de 2407,85 € pour la période du 14/12/2022 au 6/11/2024. Comment expliquez-vous cette dette et quand comptez-vous la régler? Peut-être est-ce déjà fait?
Alors, nous avons bien reçu les relevés, mais la comptabilité de Foncia ne semble pas comprendre que nous ne pouvons pas effectuer les règlements si les avis ne sont pas déposés sur Chorus. Ils le faisaient auparavant. Ils ne le font plus maintenant. Si les avis ne sont pas... Les avis déposés sur Chorus. D'accord. Ok. Ils le faisaient, ils ne le font plus. Oui. Vous leur avez dit. Et on leur a dit qu'il fallait le faire. Ben oui, c'est curieux. De même, la commune ne souhaiterait pas participer aux travaux de réfection, alors les parements de la façade rue du Général Leclerc, à hauteur de la participation entre les différentes parties définies dans les statuts par acte rectificatif notarié du 29 septembre 2016, à savoir volume 1, la partie sociale, volume 2, l'équipement communal, pour une superficie de 359,10 m², et volume 3, accession à la propriété. Confirmez-vous ce refus? Si oui, quelles en sont les raisons? Alors, lors de l'avant-dernière Assemblée générale des copropriétaires, la question des parements qui se détachent de la façade a été soulevée. Je me suis engagé à faciliter la remise en état en raison des vices de construction, toujours sous le coup d'une procédure. Nous avons envisagé, ensemble, mairie et assemblée des copropriétaires, nous avons envisagé la dépose des parements pour appliquer une peinture plus résistante, capable de mieux supporter les fissures dues au mouvement de l'édifice. Nous pensons toutefois qu'il est prudent d'attendre la fin de la procédure avant d'entamer ces travaux. Concernant la prise en charge des travaux par la commune, seule la façade de la crèche est concernée, à savoir la surface entre la dalle du rez-de-chaussée et le plancher du premier étage. Depuis la porte d'entrée de la crèche jusqu'à l'angle du bâtiment côté parking Chabanon. Voilà ma réponse, et je suis pour faciliter, comme je l'avais dit lors de l'avant-dernière assemblée, je suis pour faciliter cette remise en état. Mais je pense que vu le nombre de litiges sur ce bâtiment, il est peut-être bon quand même d'attendre que la solution des recours soit terminée. Ok, merci. Alors, juste une petite précision, ça faisait 2 questions. On supprimera la dernière. Ah, non, mais on a préparé la réponse. Donc, Juste, est-ce que le bâtiment continue à bouger, Claude? D'après les rapports que vous avez eus, le bâtiment continue à bouger. Oui. Ça ne va pas en s'arrangeant. Du coup, est-ce que le copropriétaire ne doit pas faire mettre des marqueurs? Il a eu accès à tous les échanges entre les architectes, comment on appelle ça, les experts disent que de toute manière, ça continuera à bouger. Donc il faut trouver des solutions pour atténuer. Mais bon, c'est un immeuble, je préférerais pas y habiter. Bon, il ne va pas s'écrouler, bien sûr, mais il y aura toujours des problèmes. Et le problème, c'est que les problèmes, c'est du sous-sol jusqu'au 4e étage. C'est ça le souci. C'est pas que dans une zone. Il y a des endroits où on met le doigt dans la fente. Hein. C'est important comme fissure. Et il faut savoir aussi que cet immeuble est construit sur une source. Donc, voilà. Merci. Rue de la Gare, certifiez-vous que l'immeuble justant le noble écossais est aligné avec ce bâtiment et respecte le retrait imposé dans le permis de construire par rapport à la voirie. Alors je peux confirmer que l'alignement du bâtiment, qui s'appelle donc le terrasse de la Madeleine, est conforme au PC accordé. J'ai parlé très fort.
Non, enfin, quand les riverains se disaient visuellement, comme c'est arrivé à une certaine hauteur, et qu'ils le voient dépasser du noble écossais par rapport au mur de devant du noble écossais, ils se disaient c'était pas ce qui était prévu au début quand on nous l'a expliqué. C'est pour ça l'inquiétude des gens. Mais bon, En fait, c'est le même alignement depuis les tout premiers PC. Ça correspondait, enfin, c'est ce qui a été instruit, correspondait par rapport à l'emplacement réservé, ce qui est plutôt une bonne chose parce que, alors, certes, il y a un désalignement, mais c'était comme ça au PC. Il y a quand même le recul qui, ça c'était plutôt la bonne idée de retrouver une largeur de trottoir satisfaisante, notamment pour remettre l'abribus. Enfin. Le recul était dû au balcon, du coup, au loggia, et pas au mur qui dépasse le noble écossais, alors. Si. Les balcons, tu peux être en encorbellement, donc tu peux être au-dessus du trottoir. Ce qui est important, enfin en tout cas dans notre PLU, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est la base du bâtiment. Circulation rue des Écoles. Comment justifiez-vous l'interdiction dans la rue du Bouillon de tourner à droite dans la rue des Écoles? Un arrêté a-t-il été pris dans ce sens? L'arrêté affiché actuellement concerne la circulation durant les travaux. Nous avons inauguré les locaux samedi, maintenant le 9. Un nouvel arrêté sera rédigé et affiché dans les prochains jours. Donc ça veut dire qu'on conservera l'interdiction de tourner sauf dans la riverains. rue des Écoles. Sauf riverains. Sauf riverains et services au niveau des écoles. Et du coup, cet arrêté sera motivé par quelle mesure, par quoi? Parce qu'en général, un arrêté municipal sur une telle mesure doit être motivé par rapport à un danger comme il avait été fait par des travaux ou un autre danger éventuel. C'est une impasse et du coup les voitures s'engouffrent là-bas, en haut, et après les manœuvres là, ça peuvent être dangereuses. Il y a quand même des entrées écoles aussi, il y a des enfants qui passent. J'invite quand même la municipalité à vérifier le futur arrêté, puisque selon plusieurs cours, ils ont été déboutés par rapport à ces simples excuses de dire que c'est une impasse. Et étant donné qu'il y a la halle sportive en haut et qui est du coup un parking, et que du coup les gens qui pratiquent le sport au niveau des associations de week-end emportent du matériel ou déposent leurs enfants, voilà, c'est juste ça. J'invite la municipalité vraiment à construire l'arrêté, puisque c'est dans ce cadre-là que le maire a le pouvoir de police de mettre un tel arrêté qui n'existe pas dans le code de la route. C'est réfléchi aussi avec la police municipale. Oui, non mais il faut regarder. Hein. Administrativement, beaucoup de communes sont déboutées par rapport à ces dispositions qui sont mises en place, et les préfets ne suivent pas sur ces décisions-là. On vérifiera alors. Ça a été fait aussi pour la sécurité des enfants. Parce que quand vous avez les enfants qui montent depuis le car scolaire, qui montent cette rue de l'école, sur le trottoir, mais avec de temps en temps un enfant qui sort du trottoir, on se retrouve souvent avec des parents d'élèves qui foncent comme des malades parce qu'ils sont en retard au niveau du dépôt des enfants. On est d'accord, Claude. On a la même chose rue du Bouillon, on a la même chose dans les Cornuliers. C'est pour la sécurité des enfants que ça a été fait. Oui. Et ça n'a pas été fait, l'interdiction de tourner, ça n'a pas été fait dans la mandature précédente. Non, mais il y avait les travaux. Oui, ça avait été motivé par les travaux. Parce que le sauf riverain n'existe pas dans le code de la route. Le sauf riverain, le sauf enseignant, puisque les enseignants vont avoir l'autorisation de venir stationner dans la rue, ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis, on est d'accord par rapport à une mise en sécurité, par rapport peut-être même à la future entrée de la maternelle, si c'est possible ou pas, sur le portail rue des Écoles. Mais du coup, c'est souvent des arrêtés qui sautent parce qu'ils ne sont pas justifiés. On vérifiera ce point-là. D'ailleurs, c'est dans les délibérations, les décisions, le contrat SVP que j'ai montré tout à l'heure, hein, justement, c'est des consultants, notamment juridiques, qui nous permettront de consolider ce point. Oui. Château de la Pomponette, pouvez-vous nous préciser toutes les étapes par ordre chronologique qui ont débouché sur le permis de démolition octroyé aux propriétaires? Alors,
Effectivement, il y a eu un arrêté de péril établi par Marne-et-Gondoire déjà le 19/12/2023. Le permis de démolir a été déposé le 3/05/2024 et il a été accordé le 1/07/2024. Et il a été mis à exécution. Après le délai de recours. Après les délais de recours. Vous avez le droit. Boris est disposé à y répondre. Merci, monsieur le maire. Animation fin d'année. Les événements de fin d'année ont-ils été étudiés par les membres de la commission ad hoc? Je pense. Enfin, allez-y, répondez. Merci. Et encore toutes mes excuses pour ce retard. Il y a un petit souci gare de l'Est. Donc le Noël des enfants, le repas des aînés ont été travaillés en commission du 31 janvier 2024. Pour les Noëls des enfants, donc comme la commission l'a proposé, j'ai fait des demandes de prestations pour 2 spectacles différents, grands et petits. La commission, donc à l'époque, n'a pas jugé utile de refaire une nouvelle commission pour voter sur le choix des prestations. J'ai donc envoyé un mail avec les liens vidéo pour voter aux membres de la commission le 13 mars 2024. Donc je n'ai eu qu'une réponse sur ce mail de M. Pram. Pour le Noël des aînés, comme l'a souhaité la commission, j'ai demandé 3 devis pour cette prestation. Seule la proposition, donc le millésime, était valable, car le welcome, comme l'avait proposé la commission, n'est pas dimensionné pour accueillir tous nos aînés au niveau de la taille. Voilà. Pour ce qui est C'est juste ce que tu dis, Fabrice, mais la seule chose, c'est que les mails envoyés, oui, c'est ce que j'avais dit à l'époque, n'ont jamais été reçus par ma part. Et c'est vrai que c'est compliqué du coup de travailler comme ça. D'accord. Voilà, je jette la pierre à personne parce que je l'ai eu. Non, mais j'ai eu voilà, la réponse de M. Pram. Donc, non, mais voilà, c'est pour ça. Des fois, on veut continuer le dialogue par mail ou autre. Bien sûr. Non, mais donc je pense qu'à la prochaine commission, on prévoira une mini-commission dans ce cas-là vraiment pour se réunir et statuer sur les et voter sur en présentant les vidéos comme je l'ai fait. C'est pour ça qu'il y a certaines réponses. D'accord. Merci. Avec plaisir. Quel est le bilan financier par rubrique du vide-grenier organisé par la mairie le 6 octobre dernier et le bilan des heures passées par service territorial? Alors, en ce qui concerne les recettes, il y a eu 24 inscriptions qui correspondent à 625 €. Sur les dépenses, 4155 € décomposés de la manière suivante. 1045 € pour les jeux. 2130 €, alors ça c'est de l'investissement, ça pourra nous resservir, c'est le câble qui nous permet de pouvoir brancher un équipement électrique comme les food trucks, des choses comme ça. Et il nous a déjà fait défaut plusieurs fois quand il nous manquait, donc là on s'est dit que c'était bien d'investir. 380 € de communication de banderoles et 600 € de nettoyage des sanitaires, puisque les sanitaires étaient nettoyés pendant toute la journée. Il y avait une personne. Je n'ai pas le bilan des heures passées par le service territorial, parce qu'en fait il y avait, à part à l'installation, il y avait surtout des élus. Je n'ai pas ce détail-là. D'accord, donc il n'y a pas les inscriptions, il n'y a pas eu de personnes des services administratifs qui ont... Il y avait élus plus services administratifs, si, mais donc, d'accord, j'ai pas le détail, on m'a pas donné le détail. Et puis après... C'est pendant la permanence, donc en fait c'est du temps masqué. Oui, mais enfin c'est du temps que l'agent administratif travaille sur des inscriptions, il n'est pas sur son poste avec les missions d'accueil en l'occurrence là. C'était la permanence du samedi. Ouais. Donc il y a... Et puis il n'y a pas eu des animateurs du centre de loisirs qui ont travaillé aussi le dimanche? Si, aussi. Voilà. Mais j'ai pas le détail du centre de loisirs. Oui. D'accord. Ok. Un. Et puis les services techniques ont dû travailler un peu plus que la normale, puisque avant c'était le comité des fêtes qui installait certaines choses. Là, c'est les services techniques qui ont fait tout de A à Z. Ils étaient présents, mais c'est beaucoup les élus quand même. C'est les élus? D'accord. Ouais. D'accord. Donc vous nous communiquerez le bilan des heures par service territorial après? Oui. Merci. Pouvez-vous nous communiquer le bilan d'absentéisme au sein des différents services municipaux depuis le début de l'année avec un zoom sur les courtes et longues durées?
Donc on a eu 1324 jours d'absence depuis le début de l'année, dont 172 jours d'absence de service, 338 de congés maternité et congés pathologiques, 729 jours de maladie ordinaire et 3 agents en pathologie longue durée. Donc là, c'est supérieur à 90 jours. Combien on a d'agents actuellement en demi-traitement sur la commune? Je ne peux pas te faire la réponse comme ça parce que je ne l'ai pas. Donc, et si on se compare par rapport, parce que c'est les taux en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donne là? Parce que j'ai le nombre de jours, mais du coup, si on moi j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, on va les noter et puis on verra, mais je ne peux pas y répondre. Merci. On reposera la question alors pour avoir les compléments. Merci beaucoup. Quels sont les contentieux, procédures engagées devant un tribunal actuellement en cours et qui concernent notre commune? En cours actuellement, il y a la procédure Nakaramétain, qui date de 2017. La procédure est toujours en cours. Il y a une procédure Souriman. La procédure est toujours en cours en attente de visite des parcelles. C'est imminent. Procédure Gaillard, PV d'exécution en attente du recouvrement des astreintes. Et il y a une procédure autour du château de Chaly pour des exhaussements et des constructions illicites. Et un expert va être nommé, là l'ordonnance est sortie, pour venir examiner les pollutions présentes dans les exhaussements. Voilà. Donc la réponse, il n'y a que le cas contentieux, c'est comme ça, d'accord? Alors du coup, on n'a pas mis les... J'ai juste à rajouter, voilà, Ah ben là, pardon, d'accord. J'ai juste à rajouter 2 procédures RH en cours. Les 2 procédures RH qui avaient déjà été évoquées lors du conseil municipal du mois de février, on avait posé la question et vous nous aviez dit qu'il y a deux procédures RH de 2022 qui n'ont pas de suite de la partie adverse. Ouais. Donc il n'y a toujours pas de suite de la partie adverse. D'accord. Et donc ça peut rester éternellement voilà, sans suite de la partie adverse. D'accord. Et puis je pense qu'il y a aussi les procédures dans le cadre de la fermeture de route de Vilvaudé. Hein? Si on veut être exhaustif. Quelle utilisation envisagez-vous des différents équipements achetés pour sonoriser et assurer l'enregistrement des conseils municipaux et quel est le coût global de ces équipements? L'acquisition de ce matériel nous avait été conseillée par les personnes compétentes sachant les utiliser et en l'absence de ces personnes, le matériel est conservé dans l'attente de pouvoir s'en resservir. Alors les micros, aujourd'hui, on les utilise, ça dépend du nombre d'enceintes, mais on peut les utiliser par multiple de 4 par enceinte, donc là on n'utilise que 4, 8 si on avait 2 enceintes. Le coût d'acquisition, alors les caméras qui étaient avant ici, 778 €, et les micros, 731 € pour l'ensemble des micros. Merci. Je note quand même que ça fait plaisir. Donc on a posé la question pour le conseil municipal qui a été reporté, et du coup les micros ont été utilisés, puisqu'ils ne l'étaient pas avant. Mais il était au conseil municipal. Oui, du 12, il était déjà. Oui, mais parce qu'on a posé la question. Ah bah si vous oui. voulez. Oui. Moi, je peux témoigner que mon DST était en train de les tester une semaine avant que vous posiez la question. Mais c'est pas, ça va. Si mais on a fait des conseils avant, il y a eu au moins 2 conseils avant où il n'y a pas eu les micros. Parce qu'il n'y avait pas encore l'enceinte. Ouais. Quel est votre retour d'expérience après la nouvelle organisation des entrées et sorties des écoles mise en place le 4 novembre et comment comptez-vous associer les parents d'élèves? La solution aujourd'hui mise en place par Madame la directrice résulte de réunions regroupant les professionnels de la sécurité. Il y avait la PM, il y avait l'inspection académique. Ça, c'était avant les vacances de la Toussaint. La mairie a acté la suppression des places de parking pour créer un parvis sécurisé devant l'entrée maternelle pour accompagner ce plan de circulation. Alors du coup, on a fait même des modifications en mettant des barrières en plus pour essayer de séparer le flux du trottoir du flux des personnes avec les parents et enfants sur le parvis. Madame la directrice a tenu à faire une réunion, alors vendredi dernier, donc vendredi de la semaine dernière, avec les représentants de parents d'élèves pour débriefer
Donc elle nous a envoyé aujourd'hui un compte rendu avec un plan de ce qu'elle souhaiterait faire, notamment d'ouvrir le portail, ce qu'on appelle le portail pompier. Donc je crois qu'aujourd'hui on a forwardé aux pompiers pour savoir si ça faisait l'objet d'une remarque de leur part, et les services de sécurité aussi, la police municipale notamment, pour entériner, parce que c'est pas que ça, c'est qu'il y a aussi une dépose, entre guillemets, une reprise des enfants qui se fait vraiment contre la maternelle. Donc il y a quelque part, on revient à une pénétration des parents dans l'enceinte du site. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de leur retour. Voilà. Après, au risque de me répéter, mais c'est vraiment la directrice qui réfléchit sur ces entrées-sorties dans le cadre des horaires scolaires. Pourquoi ne répondez-vous pas à notre demande de communication des plannings 2023-2024 et 2024-2025 de l'utilisation hebdomadaire par les associations des salles municipales 2, 3, 4 et Hall des Sports? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Du coup, donc, le planning a été présenté en juin, donc normalement vous l'avez. Non, en tant qu'élu, on l'a pas, non. Là, il y avait une réunion. Une réunion avec les associations. Avec les associations, mais les élus. Ah, vous parlez des élus. En tant qu'élu, et ça fait 2 fois qu'on réclame au moins par mail. J'ai laissé 2 mails. 2 mails. Un premier mail, où j'ai pas eu de réponse, c'est pas la semaine d'après, j'ai laissé du temps et toujours pas. J'ai refait un mail par mail. Je l'ai toujours pas. Voilà. On n'aurait pas posé la question si on l'avait. On va regarder. Oui, 2 mails. Mais tout va bien dans le dialogue municipal. Quel est le nombre d'abonnés par communauté voisins vigilants et solidaires sur Pomponne et le coût annuel de l'adhésion municipale? Alors, pour la Pomponnette, nous avons 307, pour les Cornouillers 40, pour les Coteaux 61, pour les Quais 18, pour la rue de Paris 30, ce qui fait un total de 456 voisins vigilants, avec une centaine d'alertes sécurité sur les 12 derniers mois. Le montant de la cotisation annuelle pour la commune s'élève à 1 200 € TTC pour 2024. Très bien, merci. Quelle est la position de la mairie par rapport à un éventuel carnaval avec Lani, Torigny et Damar et par rapport au carnaval organisé par le comité de la fête des écoles? Alors, à l'heure actuelle, nous n'avons pas connaissance d'un carnaval intercommunal. Cette année, le carnaval de Pomponne donc, se fera dans le cadre de l'exposition internationale d'art de Pomponne, donc sur le thème de Venise. La réponse concernant celui du comité des fêtes des écoles donc, a été envoyée en proposant de se rattacher à celui de Pomponne, donc en partant de l'école ou non, sachant qu'un grand nombre de thèmes peuvent être rattachés au carnaval de Venise, en sachant qu'il y a encore des échanges de mails sur l'organisation actuelle du carnaval du comité des fêtes des écoles. Voilà. Alors, en sachant que la date que vous avez retenue, ouais. C'est pendant les vacances scolaires, donc sans l'équipe pédagogique, en plein milieu des vacances. J'ai pas entendu. Sans l'équipe pédagogique de l'école. Enfin, le carnaval de l'école est fait avec l'équipe pédagogique et la date retenue par la mairie est au milieu des vacances scolaires. Oui, donc ça c'est le carnaval justement de Venise qui est rattaché au salon. Donc là, le comité apparemment des fêtes des écoles souhaiterait en faire un de son côté. Donc on est en train, là il y a des mails qui sont chargés encore ce matin où il y a des propositions, l'organisation, voir ce qu'ils veulent faire. Donc il faut qu'on se rencontre et qu'on mette ça au point. Donc il n'y a pas de souci si le comité des fêtes des écoles veut faire un carnaval à l'école. Il n'y a aucun souci, on peut organiser tout ça, le défilé, le cheminement, d'où ça part, ce qu'on fait, enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et concernant le carnaval intercommunal, nous on a l'info qu'il y a eu une réunion il y a 15 jours où la mairie de Pomponne était invitée avec des associations pour justement créer un carnaval intercommunal. Vous nous dites que vous n'avez pas été invité, donc la mairie de Pomponne n'a pas été consultée pour faire un carnaval intercommunal avec Torigny et Pomponne. À ma connaissance, j'ai pas reçu de mail, sauf si je ne l'ai pas vu passer, et j'ai même pas été alerté sur notre non-présence à cette réunion. Oui. En général, on m'avertit rapidement.
Alors, question 9. Pouvez-vous nous faire un point d'avancement du projet immobilier du Grimpé depuis la réunion publique du 28 juin? Alors, il y a donc un projet urbain partenarial appelé PUP qui a été validé en conseil municipal le 27 juin 2024. Ce PUP a été signé par toutes les parties. Donc les choses, ça y est, maintenant sont officiellement lancées. Le PC déposé conjointement par LNC et Calcan Promotion est en cours d'instruction et je dois dire que la fin de son instruction est imminente. C'est quoi imminent? C'est une question d'une semaine à 2 semaines. Ok, d'accord. Et dernière question, pourquoi la réouverture de la bibliothèque annoncée en fin d'année lors du conseil municipal du 27 juin 2024 est-elle envisagée aujourd'hui à la fin du premier semestre 2025? Suite à la réalisation d'un diagnostic amiante, en fait, c'est tout simple, il s'est avéré nécessaire de reporter les travaux pour procéder du coup au retrait réglementaire qui s'est fait dernièrement. Donc ça a repoussé. Juste par rapport à la bibliothèque, lors de la réunion publique, il y a une question qui a été adressée par un participant sur la capacité de l'importance du site. Voilà, c'est ça. Et vous avez vérifié? C'est en train d'être vérifié par l'architecte. D'accord. Ça va? Bien, écoutez, merci à tous. L'ordre du jour est épuisé, on a répondu à toutes les questions. Merci, rendez-vous le 17 décembre. Merci à tous.